Nouvelle séquence pour parler du progrès ensemble avec notre invité qui est le frère Éric Salobir. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, je voudrais dire juste un petit mot parce que vous êtes prêtre de l'ordre des Dominicains, vous êtes conseiller du Saint-Siège sur les enjeux émergents de l'Église. Vous avez une vie avant de banquier d'affaires au Crédit Lyonnais et une vie après puisque en 2000 vous rejoignez l'ordre des prêcheurs au sein duquel vous entreprenez des études de théologie et de philosophie. Votre quotidien à vous, le progrès, c'est autour de la technologie et c'est ce dont vous parlez le plus souvent évidemment et notamment dans un livre qui est Dieu et la Silicon Valley chez Buchet-Chastel. Vous nous dites que Dieu et la Silicon Valley, en fait, c'est comme un wake-up call. Ça veut dire quoi, le wake-up call? De quoi faut-il se réveiller, puisque vous l'avez appelé comme ça? Alors, je pense qu'il faut qu'on se réveille de ce que j'appellerais une espèce d'assoupissement technologique. C'est-à-dire, je pense que on a toujours tendance à aller au plus simple, et quand des machines, quand des algorithmes nous facilitent la vie, prennent les décisions à notre place, le danger, c'est un peu de se laisser faire, de se laisser emporter par ça, et à terme un peu de s'assoupir en se disant que finalement, la machine décidera pour nous. Or, je pense que si on ne se saisit pas de notre liberté, à un moment, le danger, c'est de se laisser un peu déposséder aussi de notre humanité. Et le danger, peut-être un petit peu pour la technologie, c'est que souvent, face à un problème, elle apporte une solution. C'est ce qu'on appelle le solutionnisme, c'est-à-dire en fait résoudre tous les petits problèmes. Mais tout ça, ça ne fait pas une stratégie, tout ça, ça ne fait pas une politique, tout ça, ça ne bâtit pas une société. Et donc je pense qu'à un moment, il faut qu'on reprenne la main. Ce n'est pas du tout moins de technologie, c'est au contraire peut-être une technologie mieux maîtrisée pour éviter qu'à terme, on se fasse remplacer par la technologie, mais qu'au contraire, on soit plutôt mis en situation de puissance par cette technologie. Alors, vous rencontrez, vous observez, vous écoutez tous ceux qui façonnent la tech mondiale au quotidien. Qu'est-ce qu'ils recherchent finalement? Par facilité, certains nous diront le profit, mais pas que, évidemment. Est-ce qu'ils cherchent quelque chose de plus grand qu'eux? Alors, je pense que le profit, c'est un élément de base constitutif. D'abord, c'est un marqueur du succès. Ça veut dire que, Bien sûr. Ça veut dire que le produit ou le service est attendu et ça veut dire que l'entreprise va perdurer. Donc, ce n'est pas mauvais en soi. Mais c'est vrai que je pense que contrairement à la doctrine néolibérale qui, jusque dans les années 90, disait « The business of business is business », autrement dit, le propos de l'entreprise, c'est de faire de l'argent. Je crois qu'on a un peu dépassé ça et que dans la Silicon Valley, on reste quand même un peu les héritiers de ces communautés hippies des années 60 qui voulait faire du monde un monde meilleur, on va dire. Donc il y a un peu cette dimension-là, on va dire, d'essayer de bâtir ce monde meilleur. Et puis la question de l'humain, elle apparaît très souvent, d'abord parce que beaucoup de ces innovations technologiques, elles vont être liées à la santé, à la transformation de l'humain. Même tout ce mouvement transhumaniste, à mon avis, c'est un tâtonnement parfois un peu malhabile, à mon sens, pour essayer de bâtir une meilleure humanité, une meilleure société. Et pour ça, à mon sens, oui, il y a un peu une dimension spirituelle dans tout ça. Donc voilà, on part du profit, mais on va vers quelque chose qui est vraiment de l'ordre de se construire personnellement et collectivement. Et on pourrait dire que ça fait un peu partie du narratif de la vallée, du marketing, etc. Mais pour fréquenter un certain nombre de dirigeants d'entreprise, je dirais que pour beaucoup d'entre eux, c'est quand même un élément clé qu'ils ont chevillé au corps. Et une question peut-être philosophique, puisqu'on parle de ces dirigeants, comment est-ce qu'ils s'investissent de leur rôle de dirigeant, justement ? Alors ça, c'est très, très varié de l'un à l'autre. Il y a les jeunes start-upers qui ont tout à prouver et qui sont très orientés sur le profit, le succès de leur entreprise. Et puis il y a ceux qui, on va dire, ont déjà démontré leur capacité, des investisseurs, on va dire, un peu serial investors, et qui vont avoir, au contraire, tendance à se poser des questions beaucoup plus larges. Moi, ce que je vois, c'est que pour beaucoup de patrons dans la Silicon Valley, en fait, ils fonctionnent un peu comme des chefs de clan. Oui. Alors, un chef de clan, ça peut être un chef de meute, ça peut être des loups entre eux, Oui. et ça peut aussi être un chef de famille. Et on sent qu'il y a quand même la volonté de fédérer une équipe autour d'un projet, de faire attention quand même. C'est pas un hasard si un certain nombre de ces entreprises sont parmi les entreprises dans lesquelles les Américains veulent le plus facilement travailler. Donc, c'est vraiment au top de l'envie, on va dire, des jeunes collaborateurs. Et donc, en fait, je pense qu'il y a cette notion de prendre soin. En même temps, il ne faut pas oublier que dans la Silicon Valley, la compétition est extrêmement féroce et qu'on est un peu dans une méritocratie absolue,
Vous pouvez être qui vous voulez en termes de race, de genre, etc. Tout le monde s'en fiche tant que vous êtes le meilleur dans votre job. Et c'est vrai que cette méritocratie et cette tension, à un moment, elles sont quand même assez dures à vivre. Et heureusement, moi je dirais ce qui vient un peu contrebalancer ça, c'est quand même un espèce d'enthousiasme qu'on voit de façon très forte dans la vallée, un enthousiasme vis-à-vis de la technologie, de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui pourrait être une forme de progrès. Et ça, je trouve que, alors que peut-être que dans un certain nombre de pays européens, quand on arrive face à une idée nouvelle, on dira « mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça ?» Ben, eux, ils diront plutôt « pourquoi pas ?» Et ça, je trouve que ce mélange d'enthousiasme, de compétition et en même temps de prendre soin de se lier en équipe, c'est peut-être des éléments clés d'un cocktail spécifique qui est celui de la tech et notamment de la Silicon Valley. Et alors, puisqu'on parle de ces dirigeants, qu'est-ce qu'on attend d'eux ou qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de ces dirigeants ? Alors d'abord, je pense qu'on est en droit d'attendre d'eux qu'ils dépassent ces marqueurs classiques du succès qui sont les signes extérieurs de richesse, qui sont le profit, etc. C'est pas toujours gagné, parce qu'il y a quand même aussi ça, mais je dirais que la Silicon Valley, c'est pas un monde bling-bling, c'est un monde où, quelque part, quand on a des moyens, c'est qu'on les a gagnés. Et donc, je dirais que ce qu'on peut attendre d'eux, c'est qu'ils se saisissent vraiment de leurs responsabilités. On a parlé du solutionnisme. L'idée, c'est pas seulement « oh, j'ai découvert un problème, j'apporte une solution », mais je pense que les dirigeants d'entreprise doivent prendre du recul, et ça c'est valable dans la vallée, mais c'est valable aussi pour les dirigeants de la French Tech, c'est valable pour tous les entrepreneurs, prendre du recul pour voir comment leurs entreprises sont partie prenante de solutions plus larges et de bâtir, on va dire, une société meilleure. À Davos, l'an dernier, on avait beaucoup parlé des stakeholders, les parties prenantes, on disait stakeholders and not shareholders, donc pas seulement les actionnaires. Le problème, c'est qu'en fait, on voit bien comment on peut faire plaisir aux actionnaires, des dividendes, une action qui grimpe, c'est assez simple. Qui sont les parties prenantes? Comment est-ce qu'on les identifie? Comment est-ce qu'on identifie leurs besoins? Comment est-ce qu'on les prend en compte? Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que les parties prenantes, c'est les clients, bien entendu, mais c'est aussi les fournisseurs. Moi, j'étais sur un panel il y a quelques semaines avec le PDG de L'Oréal qui disait comment le groupe tient à bout de bras un certain nombre de ses fournisseurs et de ses distributeurs qui sont des petites entités pour pas qu'elles disparaissent, tout simplement parce que, d'abord parce que, c'est important que ces sociétés perdurent, et puis parce que ça fait partie de l'écosystème du groupe. Et je pense que l'élément clé que nous avons découvert avec cette crise, c'est qu'en fait, les entreprises pérennes, et à mon avis, les entreprises qui tireront leur épingle du jeu à long terme, sont les entreprises qui ont l'écosystème le plus fort. Et donc, cet écosystème, il faut le penser dans la totalité de la chaîne de valeur, je dirais, des fournisseurs aux collaborateurs en interne, aux clients. Et puis, il ne faut pas oublier ceux qui sont impactés par l'activité de l'entreprise, notamment quand c'est une grande entreprise, sans l'avoir voulu. Je pense par exemple aux riverains dont on peut tout à fait polluer l'air, l'environnement sonore, etc. Et là, la question, c'est aussi si je rends un super service à mes clients, mais que c'est au détriment de pollution, je ne sais pas, quelque part en Inde, de déforestation, quelque part en Amazonie, la question se pose, est-ce que finalement je vais dans le bon sens? Et donc, pour revenir à votre question, je pense qu'on peut attendre d'un dirigeant qu'il prenne ces éléments-là en compte, et plus l'entreprise est grande, plus le cercle des externalités qu'il prend en compte doit être large, parce qu'il a des équipes pour penser ça, et parce que l'impact, tout simplement, est fort. Moi, si on prend le cas d'un réseau social, par exemple, on pourrait dire un réseau social, quelque part, c'est un peu comme un club privé. Oui. Il y a un règlement du club, et puis chacun fait en fonction du règlement. Sauf que si un tiers de l'humanité est membre de ce club, l'impact de ce réseau social est un impact systémique sur les sociétés, sur les démocraties, et la façon dont l'information circule dans ce réseau social, en fait, ça peut tuer une démocratie. Et donc, en fait, là, quand le risque devient systémique, le dirigeant d'entreprise il est obligé de collaborer à une réflexion pour bâtir une politique d'ensemble, et le faire avec les parties prenantes, je disais, et le faire en interne aussi, peut-être en développant ce que j'appellerais une culture de l'éthique by design. Comment on évite le Dieselgate? Comment on évite que personne ne tire la sonnette d'alarme quand il y a un problème, et que quelque part tout le monde se refile la patate chaude en se disant non, mais c'est pas moi je ne fais que coder, moi je ne fais que vendre.
Non, 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 chacun est responsable. Et ça, cette responsabilité-là, cette circulation de la parole, elle naît quand une équipe dirigeante met ça au cœur des préoccupations. Il y a beaucoup de questions que vous soulevez dans votre ouvrage Dieu et la Silicon Valley, de l'immortalité à la singularité de l'humain face au robot. Il est question aussi notamment du rapport de l'homme à lui-même. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces interrogations justement de l'époque que nous vivons et de la question du progrès qui est notre question aujourd'hui ? Je pense que ce que ça nous dit, d'abord, c'est que toute innovation n'est pas un progrès. Donc une innovation, c'est ce qui est nouveau. Un progrès, c'est ce qui est mieux. Et tout ce qui est nouveau n'est pas forcément mieux. À nous de dégager le bon grain de livret, à nous d'exercer notre discernement. Et puis ce que ça nous dit aussi, je pense, c'est que nous sommes un peu transformés par ce processus d'innovation. Moi, je suis persuadé qu'en fait, les technologies sont des productions de la société aux deux sens du génitif de production de la société. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, notre société les produit, donc les entreprises les produisent, mais aussi, quand on les adopte, c'est toute la société qui crée, collectivement on les produit, et en même temps, en retour, elle nous transforme. On est produit par nos propres produits. Et c'est amusant de voir que la façon, par exemple, dont on interagit avec une borne, une enceinte connectée, la façon dont on utilise les algorithmes, la façon dont on utilise plein de choses, ça transforme, par exemple, notre capacité d'entrer en relation avec l'autre. Oui. Pour le meilleur comme pour le pire. Donc ça peut être très positif, mais ça peut le transformer. Et puis, je dirais, c'est aussi dans notre relation notre relation à notre environnement et notre relation au savoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout bête, mais par exemple, lorsque vous allez chercher quelque chose sur Internet, vous avez plusieurs réponses sur votre écran. Lorsque vous posez une question à une enceinte connectée, vous avez une seule réponse. Et cette réponse qui vous arrive avec une espèce d'univocité, elle est censée être la réponse. Et si vous posez une question comme quelle est la capitale de la France, la réponse, en fait, elle est assez simple à donner. Si vous posez la question quelle est la capitale d'Israël, par exemple, est-ce que la machine va vous répondre Tel Aviv ou Jérusalem ? Là, la dimension politique, elle est très forte. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte dans la façon dont nous sommes transformés. Et moi, je ne voudrais pas qu'à un moment, cette transformation-là, on la perde de vue et que quelque part, cette espèce de floutage qui existe de l'humain, entre l'humain, la machine, l'humain, l'espèce de transspécisme, ça vienne, au bout d'un moment, parasiter les droits humains. Moi, je pense que l'humanité, elle est à placer au centre. Je ne voudrais pas que notre rêve de post-humanité se fasse au détriment de notre humanité. Il y a une question qui va même plus loin puisque l'on parle de progrès. La question du sens de la vie est vraiment au cœur de nos grilles de lecture et même de nos prises de décision. Pourquoi ? Alors, moi, le terme sens de la vie, je crois qu'il y a un côté un peu Monty Python. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Mais je pense qu'effectivement, la question du sens, elle se pose, et de façon très forte, notamment pour les jeunes générations, les jeunes diplômés qui ne vont pas entrer sur le monde du travail de la même façon que les autres. Et je pense qu'effectivement, cette question du sens, elle se pose beaucoup à travers notre responsabilité. Je suis persuadé qu'on parle beaucoup des droits, et je parlais des droits humains et de la façon, on va dire, dont on met l'humain au centre pour être certain que les droits humains continuent à s'appliquer à tout le monde. Mais je suis persuadé aussi qu'en tant qu'humains, nous avons des devoirs. Collectivement, on ne peut pas être des citoyens clients face à un État plateforme qui attend tout de l'État plateforme. On ne peut pas être un collaborateur qui va attendre toute son entreprise, et on ne peut pas non plus être un dirigeant d'entreprise qui serait, dégagé de toute responsabilité. Moi, je suis persuadé que l'entrepreneur doit être un entrepreneur responsable. Et je dirais peut-être presque au niveau philosophique, en ce moment, on se balade tout le temps dans la rue avec des masques, et dans une société où on n'a pas l'habitude. D'habitude, on avance plutôt à visage découvert. Et en fait, je dirais quelque part que, paradoxalement, ce masque nous démasque, au sens où le masque, il va révéler la fragilité de celui qui le porte et qui doit se protéger. Et du coup, il nous montre notre responsabilité vis-à-vis de celui qui le porte. Pourquoi je me ferais vacciner, par exemple ? Pas seulement pour moi, mais pour protéger les gens qui m'entourent. Pourquoi est-ce que je porte un masque ? Pour la même raison. Et quelque part, peut-être que justement, dans ce cadre-là, cette pandémie, elle nous amène à être plus attentifs à ce que le philosophe Emmanuel Levinas appelait le visage de l'autre. Oui. Le visage de l'autre, c'est l'autre qui me regarde et qui me dit « tu es un peu responsable de moi ».
Et on découvre qu'en fait, on a une responsabilité les uns vis-à-vis des autres dans la société et dans l'entreprise. Et je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte, cette responsabilité qui est forte, cette espèce de commune humanité. Et je pense que ce n'est pas seulement, on va dire, c'est pas une façon d'être, c'est pas un rêve. Paul Valéry disait au milieu du XXe siècle que les civilisations étaient mortelles après la Première Guerre mondiale. C'est une espèce de choc civilisationnel. Ben, nous, on se rend compte avec cette pandémie que les espèces sont mortelles. Avec le changement climatique, on voit que les espèces sont mortelles. Et la question, c'est comment est-ce qu'on protège notre espèce, comment on protège les plus vulnérables et comment on fait en sorte d'être un peu digne de notre humanité. Ces questions profondes, philosophiques, rejoignent évidemment notre thématique aujourd'hui autour du progrès. Est-ce que d'ailleurs c'est pour cela que vous intervenez auprès du Vatican, notamment sur les enjeux émergents, sur les questions de progrès, de nouvelles technologies? Est-ce que ça veut dire qu'au Vatican, on se pose évidemment les mêmes questions, mais en quoi ça les concerne d'ailleurs? En fait, je pense qu'on oublie parfois qu'au-delà de la dimension cultuelle et spirituelle, dans le monde, l'Église catholique est le premier fournisseur de santé, de prestations de santé et d'éducation. Et en fait, je pense que c'est un aspect clé de sa mission que de s'assurer que les humains, ceux qui nous entourent, nos semblables, dirons-nous, sont dans une situation de pouvoir s'épanouir le mieux possible, et pas seulement spirituellement, mais vraiment d'un point de vue humain. Ça veut dire les éloigner de la misère, ça veut dire les protéger, ça veut dire assurer la dignité de chacun. Ça, c'est des éléments qui sont clés dans la mission de l'Église. Et je dirais que l'Église, depuis très longtemps, on va dire une espèce de compagnonnage entre le spirituel ou la technologie et la théologie, le spirituel et le scientifique. Et en fait, on oublie que beaucoup de scientifiques de par le passé étaient en fait des hommes d'église et que bien entendu, on a connu des moments difficiles. C'est un peu comme un vieux couple entre la science et la foi qui se disputent parfois, oui. Et ça donne l'affaire Galilée. Et puis, il y a des moments d'amour qui se passent très bien, on file le grand amour. Et je pense qu'en fait, c'est normal que cette relation entre la composante spirituelle de l'humain et sa composante intellectuelle qui se traduit par son inventivité et quelque part par l'innovation, par la capacité créatrice, eh ben, elle soit liée. On disait « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » et je suis persuadé que c'est vrai, qu'en fait, il n'y a pas de progrès, on va dire, scientifique ou technologique sans progrès moral. À nous de nous assurer que notre humanité avance à la même vitesse que les technologies que l'on développe. Et pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, je vous conseille cet ouvrage « Dieu et la Silicon Valley » chez Bucher-Chastel. Merci beaucoup, Éric Salobir, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.